Nous sommes dans la rubrique, donc, le grand entretien. Mon invité de jour, c'est tout simplement Madame Aminata Pilimili Ganlo, qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Acha. Vous allez bien? Ça va. En forme? Oui, en forme. Vous êtes radieuse ce matin. Merci, toi aussi. Ah, hein? merci Très beaucoup. Belle. Alors, nous allons partager cette rubrique en 3 parties. La première partie, je ne sais pas si vous êtes habitué à la chose, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. En tout cas, la première partie, c'est de parler de vous, de tout ce que vous avez entrepris jusque-là, et avec des questions qui vont avec. La deuxième phase, c'est le confessionnal pour des questions un peu plus piquantes. Bon, je ne vais pas appeler ça des questions piquantes, mais des questions particulières à vous. Et ensuite, la dernière phase, c'est la phase finale, donc la phase de conseil et de mots de la fin. D'accord. C'est bon? Vous m'écoutez? Vous êtes prête? Bien sûr. Super. Aminata Pilimili Ganlo est une journaliste, communicante et militante féministe reconnue pour son engagement en faveur des femmes et de leurs droits, son influence dans les médias et dans la mode. Née à Conakry, Aminata poursuit ses études en journalisme et communication à l'université Mercure International de Guinée. Durant donc son cursus, elle a réalisé des stages à Chéri FM et Startem Guinée, acquérant donc une première expérience dans le domaine des médias. En mai 2014, elle a rejoint le quotidien La République et a collaboré en tant que pigiste sur le site guinéinter.com en mars 2015. Elle a fondé Actuel Info, un site d'information dédié à la valorisation des femmes guinéennes. Elle a également animé plusieurs émissions comme Femme Modèle sur Love et puis Fashion Life sur African TV en mars 2018 jusqu'à août 2020. Donc depuis avril 2019, elle organise le programme Coaching Femme Modèle visant donc à accompagner les jeunes femmes dans leur développement personnel et professionnel. En janvier 2022, Aminata a intégré l'Office guinéen de publicité en tant que responsable de la communication interne avant d'être promue chef de service communication en juin 2022, militante engagée. Elle est membre de plusieurs organisations dans le collectif guinéen du 21e siècle, l'association professionnelle africaine communication, pour n'en citer que cela, et participe régulièrement à des événements internationaux tels que le Forum des femmes journalistes à Agora Féministe à Niamey en 2022 et à Cotonou en 2023. Donc, c'est pris tout naturellement en 2018 la nuit de l'excellence de la femme guinéenne, donc catégorie média, les J Awards catégorie média et leader féminin, African Women's Award catégorie média, Powerlist African The Race, du magazine Tropique. C'est donc son parcours de l'invité que nous avons ce matin sur ce plateau. Alors, c'est bien vous, hein? Oui. Super. C'est moi. D'accord. Merci beaucoup et merci à tous ceux toutes celles qui nous écoutent. Merci pour l'invitation et surtout, je fais un gros coucou à la patronne de Kadi FM. Bien sûr, Madame Kadija. On lui fait du gros bisous aussi de la part de toute l'équipe de Kadi FM. Franchement, nous sommes de cœur, oui. Ouais, merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Donc, votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à devenir journaliste alors, depuis tout ce temps? Vous vous dites, est-ce que vous êtes dit que le métier de journaliste est fait pour moi parce que je sais parler ou parce que j'ai une certaine audace? Ou comment ça s'est passé? Peut-être en ce moment, je ne savais pas que j'avais de l'audace ou que je savais parler, mais moi, j'ai toujours été passionnée du journalisme. D'accord. Surtout quand je voyais des animatrices qui avaient des micros, qui présentaient le journal, qui étaient bien habillées. Ça me passionnait tellement, je me disais que je devais être comme ces femmes-là, ou je devais être comme ces hommes. Je veux bien m'habiller en costume, je veux prendre le micro, je veux interviewer des stars, c'est tout ça. C'est tout ça, ça me passionnait beaucoup quand je voyais des stars, on les interviewait, des journalistes qui avaient cette allure, comme tu l'as dit aussi, peut-être bien l'art de parler. Oui. Ça me passionnait depuis le primaire. Hein. J'ai toujours voulu être journaliste parce que, je ne sais pas si tu connais, il y avait Planète Jeune, il y avait des magazines que moi je pouvais acheter ou que des proches pouvaient acheter. Je pouvais même prendre ces magazines, je découpe les posters et les écrits qui étaient là. Moi, je pouvais réécrire ça dans un cahier et coller les posters. Donc, tout le temps, depuis le primaire, le collège, le lycée, j'ai voulu faire quelque chose en tant que journaliste. Donc, moi, je suis devenue journaliste comme ça. Et après, je posais des questions. Je me demandais qu'est-ce qu'on devait faire pour être journaliste. On me disait de faire les sciences sociales. Au collège, il y a mon fondateur qui voulait que je fasse les sciences mathématiques.
il en a parlé à ma mère. J'ai dit à ma mère, non, on m'a dit que si tu fais les mathématiques, tu ne peux pas être journaliste. Oui. Et tu sais que moi, je veux être journaliste. Et j'avais un grand-père qui était journaliste à Jeune Afrique. Oui. Et sa femme aussi, je pense qu'elle était journaliste. Donc, je lisais beaucoup leurs articles, même si je comprenais absolument rien en ce moment. Mais je disais que je vais être comme mon grand-père, je veux être journaliste. Il y a mon oncle qui était correspondant de RFI aussi. Donc, du côté de ma mère, du côté de mon père, il y avait des journalistes. Ouais. Et du coup, mes parents ont accepté parce qu'ils savent que c'est un bon métier, parce qu'ils sont habitués à vivre avec des gens comme ça. Et surtout, il est noble ce métier. Voilà. Donc, ils m'ont dit, OK, fais ce que tu veux. Alors, j'ai fait des sciences sociales. Et lorsque je finissais mon lycée, je ne savais pas qu'il y avait carrément une filière journaliste qu'on devait faire. Parce qu'on m'a toujours dit de faire les lettres ou l'anglais ou autre chose. Après, je peux être journaliste. Donc, c'est lorsque je devais aller m'inscrire dans une université à Conakry ici, je suis allée, on m'a dit que les inscriptions du journalisme sont finies là-bas. En fait, non, l'anglais, je voulais faire l'anglais parce que je ne savais pas qu'il y avait du journalisme. On m'a dit que les inscriptions pour la langue anglaise sont finies, mais d'aller dans une autre université, donc à Mercure, qu'il y a l'anglais là-bas. Oui. Donc, en partant à Mercure, je suis allée, le jour que je suis arrivée à l'université, j'ai vu qu'il y a journalisme et communication. J'ai dit, pourquoi ne pas je ne fais plus l'anglais. J'ai dit, je ne fais plus l'anglais, je fais journalisme et communication. J'ai posé tellement de questions, jusqu'à même la direction s'est demandé c'est qui on a reçu ici. Oui. J'ai dit, mais je veux être journaliste, comment vous faites, comment ça? J'ai dit, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des universités où on faisait du journalisme en Guinée. Ils ont dit, mais presque toutes les universités donnent des cours de journalisme. J'ai dit, ah, Dieu même. C'est mon rêve et c'est ce que je vais faire. Donc, alors là, j'ai fait du journalisme à l'université et communication première et deuxième année. En troisième année, tout le monde est parti vers la communication. J'ai dit non, moi, c'est le journalisme. Donc, on était, je pense, sur 80 étudiants, il n'y avait que 11 qui ont choisi d'être dans la filière journaliste carrément. Et bizarrement, aujourd'hui, tous ceux qui ont fait la communication presque sont tous aujourd'hui des journalistes. Ah, donc, ça c'est bien. Voilà. Ah, oui. Alors, c'est comme ça, c'est parti. C'était un rêve d'une petite fille qui est devenue une réalité. Ah, ça c'est ça. Donc, je n'aurais plus à vous poser la question, c'était quoi votre rêve d'enfant? Parce que bien sûr, c'était ça. C'est le journalisme. J'ai rêvé que de deux choses, d'être mannequin et d'être journaliste. Mais vous êtes les deux, hein? Oui. Vous êtes les deux quand même, hein? On va en parler. J'ai vécu les deux quand même. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure là. Donc après justement vos études, vos cours en journalisme, vous êtes directement allé en stage avec plusieurs entreprises de la place. Comment ça s'est passé au début? Au début, lorsque j'étais à l'université, j'avais essayé de faire un stage, mais ça n'a pas marché. Heureusement que j'avais des professeurs du collège qui sont devenus des journalistes, comme Monsieur David. Dieu faisant les choses. Oui, mais je te dis que c'est Dieu qui guide les gens. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai tellement la foi et je regarde toujours mon histoire du début jusqu'à tout mon cheminement. Je comprends que c'est Dieu qui est en train de me guider. Parce que sinon, que j'étais quelqu'un qui rêvait d'être journaliste, et je me retrouve avec mes professeurs du collège que j'avais lâchés depuis le collège. Je les retrouve journalistes quand j'ai fini mes études en journalisme. Et c'est mes professeurs-là qui avaient organisé une formation pour des jeunes journalistes. Et à l'issue de cette formation, tous ceux qui ont suivi la formation allaient faire des stages. Mais heureusement pour moi, j'avais commencé déjà à Chérie FM. Mais le même professeur qui était rédacteur en chef à Chérie FM, était dans le groupe de ces professeurs qui ont organisé cette formation. Donc moi, normalement, je devais aller à Renaissance. Puisque j'étais à Chérie FM, ils ont dit, OK, maintenant, la personne qui devait aller à Chérie FM, on va échanger, elle va revenir à Renaissance. J'avais commencé une semaine avant la formation à Chérie FM. Donc c'est comme ça, c'est parti, mon stage. Mais avant ça, j'avais écrit pour un journal jeune, Vision Jeune, qui était un journal papier, qui est devenu après un journal électronique. Donc j'ai écrit pour eux, j'écrivais aussi en classe parce qu'on faisait journalisme et communication de toute manière, il fallait faire des exercices et tout. Donc comme je t'ai dit aussi, moi j'écrivais depuis le collège, depuis le primaire d'ailleurs, j'écrivais, j'avais des cahiers de souvenirs, j'avais mon journal intime, j'écrivais tout ce qui se passait toute ma journée. Dans votre quotidien en tout cas. Tout. Donc j'ai toujours écrit. Si aujourd'hui par exemple les gens me voient écrire sur Facebook, ils pensent que voilà. Donc moi je dis souvent... C'est depuis le primaire, moi j'écris, hein, j'ai toujours ces cahiers, j'ai les preuves. Le primaire, le collège, le lycée, l'université, j'ai toujours écrit et heureusement que les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui. Heureusement. J'ai abandonné mes papiers, maintenant j'écris sur les réseaux sociaux où j'écris, je garde, j'ai beaucoup d'écrits que j'ai gardés pour moi.
qui sont dans un roman. Oui, je suis en train de les mettre dans un roman. Donc, le journalisme, c'est parti par là. Les stages, j'ai commencé à Chérie FM officiellement. Puis, après Chérie FM, je suis partie à Star Times en 2012. Oui, en début 2012. J'ai quitté parce que j'étais un peu malade. Après, je suis revenue encore à Star Times en 2013. Et j'ai quitté encore parce que je devais aller faire une formation en anglais. Normalement, ça devait être au Ghana parce que, comme je t'ai dit, lorsque je devais être journaliste, je voulais faire anglais. J'ai toujours voulu parler la langue. Donc, je me disais que c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai fait le journalisme. Je me débrouille un peu en anglais, mais je n'ai pas l'anglais que je veux. Je voulais aller au Ghana, mais mes parents n'ont pas accepté. Mon papa, par exemple, il ne voulait pas que je parte parce qu'il y avait trop de stéréotypes sur les filles qui partaient au Ghana. Exactement. Et jusque maintenant, mon papa, il avait peur que je parte là-bas. Il y avait une amie de ma maman qui était ministre de la fonction publique. Elle m'a donné l'argent pour aller. Ma maman a dit pars en Sierra Leone alors parce qu'on a une famille là-bas, on a une grande famille en Sierra Leone. Donc je suis partie en 2013 en Sierra Leone, je suis restée là-bas jusqu'en 2015. Et entre-temps, je travaille avec l'ambassade de la Guinée en Sierra Leone. S'il y avait des trucs sur, par exemple, les élections législatives de 2013, j'ai travaillé avec eux. Et l'ambassadeur a payé mes études. J'avais l'argent avec la ministre. L'ambassadeur a vu que j'étais quelqu'un peut-être qu'il fallait aider. Il a dit à ma tante avec laquelle je vivais là-bas, il a demandé pourquoi je suis venue en Sierra Leone. Elle a dit je suis venue pour étudier. Mais que je suis tombée malade entre-temps parce que je suis quelqu'un de tout le temps malade. J'ai pris l'argent que j'avais lorsque je partais. Je suis allée à l'hôpital. Heureusement que quelqu'un est venu pour me sauver. Il a payé mes études, il a payé tout ce qui devait être payé, mon transport, même ma nourriture. Pour la cantine, il me donnait absolument tout. Heureusement pour moi, j'ai fait... après, je suis revenue en Guinée. J'ai commencé directement mon stage à la République en 2014, en mai 2014, je crois. Et entre-temps, je suis devenue pigiste à Guinée Inter parce que le rédacteur en chef de la République était celui aussi qui était en train de gérer le site. Donc, puisque là-bas, j'étais stagiaire à la République, ils m'ont dit d'être pigiste à Guinée Inter. Et c'est entre-temps, j'ai eu un déclic. J'ai constaté que dans les médias, les femmes n'intervenaient pas beaucoup dans certains sujets. J'ai dit, moi, je pars sur le terrain. Je vois beaucoup de femmes qui parlent. Pourquoi ces femmes-là, on ne leur donne pas les micros quand il s'agit de sujets très, très importants, poignants et tout. Et surtout, leur concernant. Voilà, surtout ça, en parlant de la vie des femmes, mais ce n'est pas les femmes qui en parlent. Je me suis demandé qu'est-ce que je devais faire. Mais comme je t'ai dit, j'étais mannequin, j'étais trop dans la mode, j'étais dans la culture. Il n'y avait pas un concert en Guinée culturel, hip-hop, où je ne partais pas. J'avais tellement de relations. Donc, je voulais être une journaliste culturelle. Après, il fallait choisir entre médiatiser la culture ou médiatiser les femmes. Mais après, j'ai dit, dans les femmes, il peut y avoir une rubrique culture. C'est ça. Et j'ai discuté avec un de mes grands frères. Lui, il voulait que je crée un site, s'il allait m'aider, de créer un site politique. J'ai dit, mais on ne fait que parler de la politique en Guinée. Dans tous les médias politiques, il faut avoir quelque chose de thématique. C'est ce qui peut te donner une différence. Surtout. Après, je lui ai expliqué pourquoi je veux faire pour les femmes. Il me dit, ah, tu ne vas pas réussir dans ça, les femmes ne vont pas faire ci, vont pas. J'ai dit, non, je vais faire ça. On a disputé, hein. Mais chaudement, j'ai dit oui. J'ai dit, mais si tu m'aides à créer un site féminin. Si tu ne m'aides pas, il faut laisser. Il dit, d'accord, si tu veux, mais je t'assure que tu ne vas pas réussir dans ça. J'ai dit, non, mais aide-moi seulement. Je ne veux pas réussir dans ça, mais je veux essayer. Si je réussis, alors, ok. Si je ne réussis pas, d'accord. Donc, il m'a aidé. J'aurais quand même essayé. En mars 2015, j'ai lancé Actuel et ça fait 10 ans que je suis dedans. Je pense que j'ai réussi. Si je n'avais pas eu les 10 ans, peut-être que je n'allais pas réussir. Et même aujourd'hui, lui-même, il m'appelle, il me félicite, il me dit que tu es vraiment ténace, tu es ceci, tu es cela. Donc, c'est comme ça, c'est parti avec des stages jusqu'à ce que j'ai créé le site Actuel pour l'info. Et comment ça marche à l'heure là? Oui, le site Actuel depuis 2015. Bon, avant ça, moi, je ne connaissais même pas le féminisme parce que le féminisme va venir de là. De là, oui. Je pense que je le dis que j'étais féministe sans le savoir ou sans même connaître le mot. Donc, quand j'ai créé le site Actuel en mars, il y a eu une coïncidence avec le problème de Tamsir. Il y avait des marches, il y avait des mouvements, des conférences et tout. Donc, j'ai couvert ces activités. Moi, au début, je voulais médiatiser les femmes du côté positif. Je n'ai jamais pensé aux violences faites aux femmes.
on est en Afrique, on est en Guinée, on a grandi avec ces violences dans nos quartiers, Ouais. on les connaît. Mais je ne me disais pas qu'une journaliste pouvait en parler, Oui. ou qu'une personne pouvait en parler. C'est quand j'ai découvert ces conférences, j'ai vu des femmes qui dénonçaient. J'ai dit, mais je peux faire comme ces femmes-là aussi. Et c'est là que j'ai commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux. Donc, Actu, elle est partie avec le féminisme en même temps. Et alors, Actu, elle a fait naître quelque chose où il y a la radio Love FM, ancienne Love FM qui est Galaxy aujourd'hui. Le patron, M. Sanou Kerfala, et l'ancien DG, M. Malik Marcel, ils m'ont suivi sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient une émission qui s'appelle Femme Modèle, qui était animée par des grandes sœurs à moi. Après, ils m'ont vraiment suivi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Pilimini, on a besoin de toi, tu fais quelque chose qui part avec cette émission. Ouais. Donc, on veut que tu l'animes parce que les animatrices sont parties, elles ont eu des postes plus... de responsabilité. Voilà. J'ai dit d'accord, ils m'ont expliqué comment ça se passe l'émission. J'ai dit d'accord, moi je peux changer un peu l'émission pour que ça colle bien à une rubrique que j'ai. Parce que j'ai une rubrique sur Actuel qui s'appelle Portrait. Alors, je suis partie comme ça avec Love FM en 2017, je crois. Et entre-temps, il y a ATV qui m'appelle pour que j'anime une émission de femmes. J'ai dit non, j'ai Actuel, je parle que de femmes sur les réseaux sociaux, j'ai Femme Modèle. J'ai dit, j'ai une passion que j'avais arrêtée depuis. J'ai été mannequin, j'aime la mode, je suis en contact permanent avec les stylistes et les mannequins. Tout le monde me connaît dans ce milieu. J'ai fait une émission pour eux et pour moi, pour quelque chose qui me passionne. Parce que d'abord, je pense que ce qui m'a passionnée depuis toute petite, c'était ça. C'était de prendre ce micro, aller à la télé, interviewer les gens. Et peut-être dans la vie des femmes, ça ne pouvait pas marcher comme ça, mais dans la vie de la mode, ça peut marcher comme Bien ça. sûr. Je leur ai proposé l'émission, ils n'étaient pas d'accord, j'ai dit, laissez-moi faire l'émission. Et quand on a commencé, ils ont aimé et c'est parti comme ça avec. Donc tout ça, moi, je peux dire, c'est Actuel qui a ouvert toutes ces portes. Aujourd'hui, tout ce que j'ai eu, que ce soit les relations avec les tantes Kadija, que ce soit même l'invitation dans cette émission, que tout ce que j'ai eu, les voyages, le féminisme, l'activisme que je suis en train de faire, c'est venu de Actuel.info. C'est parce que j'avais accepté de rester sur ma position de créer ce site. C'est parce que j'ai accepté de médiatiser des femmes, d'étudier, d'apprendre avec ces femmes. Je n'étais pas celle-là que je suis aujourd'hui. C'est plus j'interviewais des femmes, plus je m'approchais à ces femmes, plus j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 10 ans. Aujourd'hui, Actuel reste et restera le site qui a, comment dire, plus je le dis souvent, les femmes, voilà, qui a révolutionné la médiatisation des femmes. Après, il y a eu beaucoup de médias qui ont ouvert, mais aujourd'hui, je pense que nous sommes deux qui restons en ligne. Il y a des radios qui ont ouvert. Il y a des émissions aujourd'hui un peu partout où on parle des femmes. Aujourd'hui, toutes les radios presque ont des émissions où on parle de femmes. Et je ne me vanterai pas, mais je dirais que c'est Actuel qui a quand même ouvert la porte. Je reconnais qu'il y avait des médias qui parlaient des femmes avant Actuel, mais qui sont tous éteints. Et peut-être un jour Actuel va s'éteindre, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Mais au moins, je serai fière d'exister pendant 10 ans, peut-être plus de 10 ans. Et je pense que j'ai fait ce que je voulais faire, la médiatisation des femmes en Guinée. Aujourd'hui, je peux arrêter parce que je sais qu'il y a des émissions qui vont le faire, parce que je sais qu'il y a des journalistes qui sont passionnés de ça, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont en parler, que ce soit les écrivaines, les journalistes ou autres. Aujourd'hui, nous serons quand même médiatisés, on aura ce que j'ai toujours voulu avoir. Bien sûr, bien sûr. Et par tout ce que vous dites là, moi je vois derrière ça la résilience, la force, parce que dès lors que votre cousin vous a dit non, ça n'allait pas marcher, vous avez été têtu et vous avez continué là-dessus. Et c'est cette têtutesse qui vous a amené là où vous êtes comme ça. Et il faut franchement, toujours être bravo. têtu, hein, bien sûr, il faut toujours être têtu quand il s'agit vraiment d'une chose que vous savez réellement que ça va porter. Il faut être têtu, bien sûr. C'est ça. Donc c'est ça. Ça, c'est un bon conseil. Hein. Très, très bon conseil. Très, très bon conseil. Têtu dans le sens positif. Justement. Voilà. Il faut bien faire les choses quand même. Oui. Que signifie pour vous une femme engagée, une femme modèle? Moi, je pense que la femme engagée, c'est une femme vraiment forte. Oui. C'est une femme extraordinaire, surtout dans notre société. Être une femme engagée, c'est aller avec tellement de souffrances, tellement de difficultés. D'abord, parce qu'on est femme. En plus, parce qu'on est engagé. C'est le premier problème. Hein, le premier problème, c'est ça. Parce que même chez les hommes engagés ont beaucoup de souffrances, beaucoup d'obstacles. Et maintenant que tu sois femme, dans une société carrément patriarcale, franchement,
Moi, je peux pas, je me demande toujours quel est le qualificatif que je peux donner à ces femmes braves, ces femmes engagées. Mais en tout cas, ce sont des femmes fortes et c'est pas facile. Ce sont des femmes qui, comme tu l'as dit, ce sont des femmes modèles. Ce sont des femmes qui nous inspirent, qui nous disent toujours, qui nous montrent qu'il ne faut pas être celle-là qu'on dit que sa place est dans la cuisine. Ouais. C'est là qu'il y a une femme de sexe faible. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, parce que je dis ils, souvent c'est les hommes qui se plaisent à dire que nous sommes le sexe faible, mais le sexe faible qui fait le ménage, le sexe faible qui se réveille à 5 heures pour se coucher à minuit, qui ne dort que peut-être 4 heures ou 5 heures de temps, qui allie foyer, boulot, et tout ce qui est corvée, souffrance, avec tout ce qu'on a, avec nos règles douloureuses, les naissances, les grossesses, toutes ces maladies. Nous sommes tellement fortes que je ne sais pas pourquoi on nous traite de sexe faible, justement. C'est parce que ça, moi je pense, là le côté féministe va sortir. Les personnes les hommes qui traitent les femmes de sexe faible, c'est parce que ça nourrit leur complexe d'infériorité. C'est ça. Ils savent pertinemment que nous ne sommes pas un sexe faible. Un homme qui reconnaît qu'il est né d'une femme, qui reconnaît qu'une femme l'a mis au dos pendant des années, il ne peut pas se permettre de dire que nous sommes un sexe faible. Du tout, hein. Parce que lui, même une petite grippe peut lui donner vraiment une semaine de congé. Je vais juste donner un exemple. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un homme avait mis sur son ventre un simulateur, en tout cas de douleur des règles menstruelles. Donc la dame le dit, nous sommes au niveau 1. On dit, ah bon, déjà? Et oui, on va essayer quand même, tant qu'on y est, en essayant le niveau 2. Le monsieur dit, c'est le niveau 2, ça, oui. Et il faut savoir qu'il y a jusqu'à le niveau 7. Si le niveau 1 te fait peur déjà, le niveau 7... Moi, je pense que Dieu, tu sais, Dieu, il fait bien les choses. Oui. Il nous a créés tous, il a créé la femme pour souffrir. Pour souffrir, oui. Physiquement. Pour supporter. On sait qu'on peut supporter, les hommes ne peuvent pas supporter 1% de ça. Du tout, hein. Que ça soit juste la douleur d'abord et surtout tout ce que nous sommes en train de vivre dans la société. Tu vas voir un homme qui fait un mal, mais on ose accuser la femme qui est la coupable. Pourtant, c'est l'homme qui a fait le mal. On dira toujours que c'est la femme qui lui a rendu comme ça. Et on n'a même pas intérêt de brancher un mot. Bien sûr, on ne va pas se justifier, on ne va pas dire que c'est pas vrai et tout. Alors, je pense que là, les femmes sont fortes, les femmes sont des guerrières, les femmes sont des reines, les Amazones. C'est ça. Et quoi qu'on dise, celles qui savent que elles sont des guerrières, elles sont braves, elles sont courageuses, elles vont toujours reconnaître qu'elles sont vraiment fortes. Je ne dirais pas qu'on est forte plus que les hommes parce que ce n'est pas une comparaison, mais on est forte. Hein? On est vraiment forte et il faut qu'on continue dans ce sens. Il faut qu'on croie en nous, il faut qu'on ait confiance en nous et qu'on se dise qu'on n'est pas un sexe faible. Surtout ça, il ne faut jamais de la hiérarchie, que ce soit les ministres, que ce soit les femmes au marché, que ce soit les femmes qui conduisent les catapilles. En tout cas, il faut savoir que nous sommes des femmes fortes, tout simplement. On est partout. Et on peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier d'homme. Non, hein? Il n'y a pas un métier d'homme. Non. Aujourd'hui, tout ce que les hommes peuvent faire, on peut le faire si on a vraiment l'engagement là. Si on veut le faire, et tout comme je le dis souvent, il faut faire tout par passion. Il ne faut pas faire par comparaison. C'est ça. Il ne faut jamais faire quelque chose par comparaison parce que tel l'a fait, je vais le faire. Parce que les hommes m'ont fait, je vais le faire. Moi, je n'ai jamais voulu me comparer à un homme. C'est pour cela que je dis, par exemple, je ne fais rien de physique. Les gens disent que j'ai beaucoup d'énergie et tout. Mais moi, je ne fais rien, quelque chose. Par exemple, même si tu me dis tout de suite de prendre cette tablette, si j'essaye de toucher la tablette, c'est lourd, je dépose. Je dépose directement. Je ne suis pas dedans. C'est pas pour moi. Et je ne dirais pas que parce qu'un homme a fait, je vais le faire. Non. Et je n'aime pas aussi que les hommes m'aident. Par exemple, tout de suite, lorsque j'entrais, il y a quelqu'un qui a voulu prendre mon sac. Je l'avais dit non. C'est un homme. Même si c'était une femme aussi, j'allais refuser. Mais il a pris quand même mon sac. Je ne veux pas, parce que je ne veux pas qu'on m'aide forcément si je ne demande pas de l'aide. Et je ne veux pas me comparer à qui que ce soit. Donc les femmes, si elles veulent faire quelque chose, qu'on ne se compare pas à un homme. Et surtout, on ne veut pas paraître vulnérable. Hein? Mais ça, c'est ça. Moi, je ne veux pas paraître vulnérable. Je suis quelqu'un de très faible. Physiquement, je suis malade, je suis asthmatique, mais je ne veux pas que les gens me voient comme quelqu'un qui fait pitié. Oui, non, qui fait pitié surtout. Je veux pas. Et vous avez parlé tout à l'heure des métiers d'hommes qu'on disait avant. Donc, il faut savoir que les pionnières, les premières femmes, par exemple, qui ont commencé dans le journalisme, parce qu'avant, le micro, c'était pour les hommes. Hein? Bien sûr. Voilà, et même jusqu'à présent, ça se voit comme ça. Hein? Là, même si, tu exactement. Donc, c'est pourquoi, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, en tout cas, on
a des plateaux que pour des femmes. Bien On a sûr. plusieurs plateaux pour leur montrer, pour leur prouver que oui. Par exemple, cette émission Kadi FM, c'est une radio pour les femmes, c'est une télé pour les femmes. Oui, c'est pas qu'on ne parle pas des hommes, hein. Bien sûr, Mais et on va c'est inviter les hommes, Bien on va sûr. jamais les exclure. Et c'est ça, ils ont peur de ça. Ils pensent que quand on a le pouvoir, on va les exclure, on va récupérer leur Et pouvoir. pourtant, non, la femme a un cœur, franchement, un cœur De d'ange. partage. D'ange, je vais dire. Un cœur de partage. Je te On jure. a de l'amour, on Ouais. a de l'empathie. C'est ça, on a de l'empathie. Peut-être contrairement à eux, parce que eux, ils veulent tout récupérer, ils veulent, surtout partout où il y a la force, ils veulent montrer que c'est eux qui peuvent être là-bas. Pourtant, quand tu regardes encore plus, je pense que Tanti Kadi, j'ai été là-bas, on a regardé un documentaire où on a parlé des peuples du Sénégal. C'était une histoire des femmes du peuple du Sénégal. Syrah. Je pense que c'est ça. En tout cas, il y a une histoire de scolarisation de la jeune fille. non, oui. Les hommes, ils font rien. Ils sont assis, ils ont un truc où se rencontrer. C'est les femmes qui font tout. Si tu vois des femmes travailler. Mais après, ils font dans le truc comme s'ils étaient des hommes forts. Et vous savez que ça se passe dans les pays maghrébins, hein, c'est les femmes qui se lèvent pour travailler. Mais même il ne Bien faut sûr. pas aller loin, même chez nous. Oui, Ici, même tu chez pars nous. dans nos villages, tu vas voir des femmes qui partent faire, Elles sont comment on debout à dit, 4 ramasser heures. le bois, Le bois. puiser dans les marigots, après aller aller au faire marché. des travaux champêtres, aller au marché, venir cuisiner, prendre soin des enfants. Des enfants, L'homme, il ne justement. fait qu'aller au champ. Pourtant, les femmes sont au champ aussi. Aussi. Mais c'est elles qui sont aussi à la rivière, au marigot. Et c'est elles qui sont 14 au heures, marché. ils reviennent. Où est mon repas? On leur sert. Ils mangent comme des rois. Et pourtant, nous, Après, c'est eux qui disent qu'ils sont forts. Donc, si tu regardes bien l'histoire, tu regardes bien la réalité, ça ne va pas te faire peur. non. Ça ne va pas te décourager et ça ne va pas te dire qu'ils sont plus forts que nous. Non. Il faut bien voir la réalité. Il ne faut jamais écouter. Au lieu d'écouter ce que les gens vont dire, il faut regarder la réalité, même autour de nous à Conakry ici. Ouais. Quand tu vois dans nos maisons, ce que nous, les femmes, on fait, nos frères, bien sûr, ils font beaucoup d'efforts. Mais si tu regardes ce que nous faisons, on se lève, on part au boulot. On revient, parfois, on fait la cuisine, on fait le ménage. Notre petit frère ou notre grand frère, il ne touche rien à la maison. Je pense qu'on est forte. Par exemple, si on prend le cas de 2 frères, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un frère, par exemple, je suis une sœur. En plus d'être journaliste comme vous, je me lève à 5 heures du matin pour aller au studio, pour travailler, puis pour me retourner. Donc, vous, en tant qu'homme, vous quittez le studio, vous partez vous dormir. À la différence, Ou aller regarder le foot. Ou justement, autre chose. à la différence, quand je rentre à la maison, il faut que je fasse le ménage, Bien il faut sûr. que je C'est cuisine, ce que je disais il faut tout que je de prenne suite. soin des enfants, il faut que je fasse ceci, cela. Donc, à la différence, on est 3 ou 4, 5 fois, On se donne trop. on se donne tout, on donne tout. Ouais, c'est On ça. donne tout. Ouais. Donc, en tout cas, nous allons directement bondir sur les polémiques qui se passent sur les réseaux sociaux actuellement. En tant que féministe, quand même, hein, on a la flèche dans le dos. Et puis, ça se dit, les féministes veulent se comparer aux hommes. C'est pas pour se comparer aux hommes, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et comment vous ressentez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Même ce matin, lorsque j'étais dans la douche, je repensais à ça. Je voulais faire un post. Je me demandais ce que c'était nécessaire maintenant de le faire ou pas. Parce qu'hier, avant-hier, on m'a attaqué sur les réseaux sociaux. J'avais vu la publication, justement. Ouais. J'ai vécu des attaques depuis 2015. Ça fait 10 ans qu'on m'attaque. Ouais. Si ça devait me tuer, je serais morte depuis. Depuis longtemps. Si ça devait me donner un handicap, je serais handicapée depuis. Donc hier, il y a une petite avec laquelle je travaille, qui est journaliste, qui m'a écrit, elle me dit, Yaya, tu ne penses pas que tu dois aller voir un psychologue? Tellement c'est trop. Oui, j'ai dit, mais non, je pense que ce n'est pas nécessaire pour le moment. Je pense que ce n'est pas nécessaire. J'ai dit, pour le moment, j'ai une thérapie. C'est vous. C'est vous, mon entourage. Vous êtes là pour moi. Et je pense que ce qui, aujourd'hui, moi, me retient dans ce combat, et ce qui me dit que je dois résister, c'est ces attaques d'ailleurs. On dit qu'on n'attaque pas, les abeilles n'attaquent pas une plante qui n'a pas de fleurs. Du tout. Hein. On dit que si tu n'es pas quelqu'un qui fait quelque chose d'important, les gens ne vont pas parler de toi. Et si tu connais l'histoire de nos pionnières, chacune a eu un problème avec les hommes de son époque. J'ai lu tout récemment le roman de Kadiatou Konaté, Les mères de la liberté. Oui. Chacune, que ce soit les Mafori Bangoura, les Mbalia Kamara, les Binta Pilote, que ce soit les Aïchaba, que ce soit les Kadijaba, les Pilimini, chacune dans son époque a eu des hommes qui se sont attaqués, a eu des femmes qui se sont attaquées. Oui. Des femmes qui luttent pour les droits des femmes, mais qui sont attaquées par des femmes parce que c'est le patriarcat. Le patriarcat nous fait souffrir tous les genres, le sexe féminin, masculin et tout le monde. Donc pour moi, les attaques sur les réseaux sociaux, ça explique que si
des femmes sont mortes pour nous au temps de Sékou Touré ou avant. Des femmes ont été violées pour nous, pour qu'on ait une liberté, pour qu'on puisse s'exprimer. Ce n'est pas les attaques des réseaux sociaux qui peuvent me tuer. Non, du tout. Ces femmes se sont sacrifiées pour nous. Pourquoi nous, on ne peut pas se sacrifier? Parce qu'on est juste insulté. Ça fait mal d'être insulté. Mais je pense que, comme je t'ai dit, Dieu sait faire les choses. Moi, j'étais quelqu'un de très malade depuis longtemps. Dans toutes les classes où j'ai étudié, j'étais trop petite. On me surnommait moustique, on me surnommait squelette. Moi, j'ai vécu tout ça avant d'être sur les réseaux sociaux. Les gens m'ont traité de tout avant d'être sur les réseaux sociaux. Même ma famille se moquait de moi. J'ai assimilé tout ça. J'ai grandi en mettant tout ça dans ma tête, en acceptant, en souffrant. Je suis asthmatique. Il n'y a pas une souffrance plus que l'asthme. Comme on le dit souvent, je pouvais venir jusqu'à la porte de ce studio, j'étais bien portante. En entrant dans ce studio, je tombe malade. Tu te demandes, mais il y a quoi Pélimini avec elle? Je parlais tout de suite avec elle. Donc, quelqu'un qui sait gérer ça pourra gérer n'importe qui. Et je ne le souhaite pas. Peut-être les attaques physiques, ça viendra, je ne le souhaite pas. Tant qu'on ne m'attaque pas physiquement, je pense que les attaques verbales, je peux gérer. Si je ne suis pas insultée, je pense que je n'ai rien fait. On prend un exemple, par exemple, sur les politiques. Les Cellou Dalein, les Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Aujourd'hui, Thierno Moné Nembo, qui est une grande personnalité dans ce pays, est insulté par n'importe qui sur les réseaux sociaux. Exactement, on le voit. Est-ce que ces gens-là sont morts? Est-ce qu'ils ont arrêté de faire leur combat? Parce que les gens qui nous ont libérés de l'esclavagisme, les gens qui nous ont libérés de la colonisation, les gens qui sont en train de se battre contre le racisme, est-ce que ces gens-là arrêtent parce que quelqu'un les a insultés, les a frappés? Les Fonike Mengue, les Bilo, aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que s'ils reviennent, ils vont arrêter? Non. Donc, tout combat a ses conséquences. Et tout combat a ses obstacles. Est-ce que si tu es combattant, il faut, devant un obstacle, jeter ton épée? Ou prendre l'épée? Peut-être taper l'obstacle. Il faut quand même écrire son histoire. De toute manière. Donc, de quelle manière? Au début, comme je l'ai dit, moi, j'ai choisi d'être journaliste, de médiatiser les femmes. Le féminisme est venu petit à petit. Je l'ai compris, je l'ai lu. J'ai cherché à savoir c'est quoi le féminisme. J'ai vu les histoires des féministes. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous anéantir, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire des féministes d'avant. Ou parce qu'ils ne savent pas jusqu'où nous on veut aller. Quelle passion, quelle conviction on a. Donc, être insulté, être traité de tout, ça ne fait rien. On m'a traité de tout. On a insulté ma famille. Hier, c'était sur mon mari. Mon mari est à la Mecque, il est parti faire son hajj. Et on l'envoie des captures où on l'insulte. Moi, j'ai pas lu quand même. Hier, j'ai quand même pas lu aucun commentaire. Aucun. J'ai lu des publications, mais je ne suis pas allée dans les commentaires. Il paraît que c'est dans les commentaires, on a insulté mon mari, on a dit que c'est parce qu'il est faible, c'est parce que je ne le respecte pas, c'est parce que je l'ai marabouté qu'il m'a épousée. Sinon, moi, je ne peux pas être épousée par un homme. Quelqu'un qui parle de ça ne peut pas être épousé par un homme. Et malheureusement, ce qu'ils ne comprennent pas, les femmes d'aujourd'hui peuvent s'exprimer sur tous les sujets. Elles doivent s'exprimer sur tous les sujets. Elles doivent se poser des questions, que ce soit dans la religion, que ce soit en maths, en sciences, en journalisme ou je ne sais où. On a le droit de se poser des questions. On a le droit de nous exprimer sur n'importe quel sujet. Et comme on peut, tant qu'on n'insulte pas quelqu'un, tant qu'on n'attaque pas la personnalité de quelqu'un, comme m'a dit Moussa Hiro, elle me dit, fais ton combat, mais ne fais pas un combat de personnalité. Et je pense que je n'ai jamais fait un combat de personnalité, sauf si tu t'attaques à moi. Et le jour que tu vas t'attaquer à moi, le jour que je verrai qu'on s'attaque à toi, je vais vraiment applaudir parce que tu t'es attaqué à ma personnalité un jour. Et si le lendemain ou un autre jour, on s'attaque à ta personnalité, je vais applaudir, je vais commenter, je vais partager, je vais en rire. Parce que tu as ri sur moi, parce que tu as eu le plaisir de me faire du mal. Et je veux te montrer combien de fois... être insulté sur les réseaux sociaux peut faire mal. Et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes forces mentales. Heureusement, pour moi, Dieu m'a donné une force mentale parce que Dieu savait dans quoi j'allais me mettre. Et sûrement, ce n'est pas fini. Sûrement, un jour, je serai en politique, ça sera encore pire. Être féministe, oui. Mais être une féministe en politique, ça sera pire. On a vu beaucoup de femmes, même au Nigeria, tout récemment, il y a eu une députée qui a dénoncé un autre sénateur, parce qu'eux, c'est des sénateurs, qui l'a harcelé sexuellement. Et imagine-toi, au lieu de suspendre l'homme, ils ont suspendu la femme parce qu'elle s'est plainte, parce qu'elle a dénoncé, parce que c'est un système patriarcal.
Donc imagine un jour quand je viendrai en politique avec mon manteau de féministe d'abord et avec le manteau de politique, ça va encore être pire. On a vu les Diomani Doré qui ont été attaqués ici. Bien sûr. On a vu beaucoup de femmes qui ont été attaquées ici parce qu'elles sont en politique, parce qu'elles ont osé juste s'affirmer. Et donc ça ne fait rien. Je pense que moi, ça m'inspire. Moi, ça me donne encore plus de force, plus de courage de continuer. Parce que je ne fais pas le combat pour moi. C'est ça. Je le fais pour toutes ces jeunes filles, pour toutes ces femmes qui n'ont pas quelqu'un qui les écoute, qui n'ont pas quelqu'un qui parle pour eux. Je suis journaliste, je suis la voix des sans-voix. Je suis féministe, je suis la voix des sans-voix. Donc, je pense que je continuerai jusqu'au jour où on m'enterrera. Et ça ne sera pas les attaques qui vont m'enterrer. C'est ça. Ça qu'il il faut le dire, hein, c'est qu'il pas le les sache attaques. et que ce soit clair. Ça, c'est clair, qu'il le sache que ça ne me fait franchement absolument rien entre Dieu et moi. Ça ne me fait rien. Je suis asthmatique, le stress nous fatigue beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Et comment Dieu fait que les attaques sur les réseaux sociaux ne m'atteignent même pas physiquement. Ça me fait absolument rien. Je peux être attaquée pendant une semaine. Et c'est dans cette semaine-là, je peux n'avoir aucune crise d'asthme. Les gens pensent que parce que je suis asthmatique, dès que je suis attaquée, ça me donne des crises. Je te jure que même si j'étais malade, parce qu'avant-hier, j'étais malade. C'est vers le soir, quelqu'un m'identifie sur une publication. J'ai vu l'identification, mais comme j'étais malade, je n'ai pas lu. Je me suis déconnectée, je me suis couchée. Et le matin, quand j'ai vu, bizarrement, ma santé est revenue au top. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est Dieu qui protège les gens. Dieu sait que oui, on est des féministes. On fait un combat pour quelqu'un. C'est Dieu qui te rend ce que tu es. Peut-être, pour eux, on fait quelque chose de mauvais parce que c'est contre la religion. Je ne pense pas que dans l'islam ou dans le christianisme, c'est écrit que la femme doit souffrir, que la femme doit être violentée. Non. Et on dit souvent que c'est l'islam qui a libéré la femme. Si c'est l'islam qui a libéré la femme, pourquoi les islamistes ou les islamologues ou je ne sais pas comment on ceux qui se disent islamistes veulent que les femmes souffrent. J'ai vu hier un commentaire, quelqu'un argumente que moi je dis que si mon mari me frappe, je vais le frapper ou je vais chercher quelqu'un pour le frapper. Que l'islam dit qu'il faut frapper sa femme. Frapper sa femme comment? Est-ce qu'on sait comment les femmes sont frappées ici? Jusqu'à mourir, jusqu'à avoir des bleus ou avoir des handicaps. Est-ce que l'islam a dit ça? C'est quand ça les arrange qu'ils prennent le Coran pour eux. Ils brandissent. Mais quand ça ne les arrange pas parce que c'est écrit nulle part, je suis rassurée que c'est écrit nulle part qu'on dise que la femme doit être violentée. Non. Pire, insultée, hein? Insulter déjà, plus forte raison, battu à mort. L'islam, c'est une religion de paix, d'amour, d'acceptation, de convivialité, tout ça. Et si déjà on parle de violence faite aux femmes, on te sort la religion, c'est incroyable. Non, c'est écrit nulle Mais part. de toute manière, on n'a pas lu tout le Coran. On n'a pas traduit tout le Coran. Mais on ne va pas s'arrêter. On va continuer à chercher, à poser des questions, à lire et surtout à combattre et à montrer au monde entier et ceux qui veulent le savoir que aucune religion, aucune loi n'approuve la violence faite à personne d'ailleurs, ni aux femmes, ni aux hommes. Le jour où on aura peut-être l'opportunité de parler de la place de la femme dans la religion, on verra que les grands hommes, je dis grands hommes, les personnes qui reconnaissent la vérité, diront tel noir sur blanc ce qui est écrit dans le Coran. Mais je te dis, il n'y a pas le jour. Il y en a déjà. Oui, il y en a déjà sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple. Moi, je suis quelques hommes qui parlent des femmes au quotidien. Après, je me dis, pourquoi toutes ces règles qui sont transcrites dans le Coran ne sont pas appliquées dans notre communauté? Parce que si c'était ça, franchement, je trouve que la femme sera en paix quand même. Hein? Le problème, c'est le système patriarcal. Bien qu'il y a des gens qui disent que ces religions sont d'un système patriarcal, mais je pense qu'ils n'ont pas bien lu certaines parties ou n'ont pas bien compris. Toutes ces religions protègent les femmes, comme toutes nos lois d'ailleurs protègent les femmes. Maintenant, c'est l'applicabilité. Ce sont ceux qui lisent ces religions ou qui lisent ces lois ou qui appliquent ces lois. On a vu tout récemment, je ne sais pas si un procureur qui a insulté une femme. Pourtant, les lois protègent les femmes. Si quelqu'un insulte comme ça une femme, ça veut dire qu'il peut frapper cette femme. C'est ça. Donc, et pourtant, il sait que c'est pas bien. Verbalement. Hein. Et si c'est quelqu'un de la loi qui fait ça, t'imagines ceux qui ne sont pas en train de prôner les lois et tout. Oui, c'est ça. Donc, le problème, c'est ça. On a des lois, on a des religions, mais on a une éducation. Et c'est l'éducation, nos cultures là. Et il faut dire qu'on mélange religion, coutume, culture, tout ce qui est. Tu l'as dit quelque chose tout de suite. Ce qui les arrange, c'est ce qu'ils prennent. C'est ça. Tant que ça les arrange. Si ça ne les arrange pas côté religieux, ils vont directement te parler de culture. Directement.
Pourtant, je ne pense même pas qu'il y a une culture qui a fait souffrir la femme. Non. Avant, si par exemple on parle de l'Afrique, est-ce que les gens connaissent vraiment l'origine de l'histoire de l'Afrique où c'est les femmes qui étaient quand même les reines? C'était une époque matriarcale, bien sûr. Donc, est-ce qu'ils connaissent cette histoire? Alors, si tu reviens à cette histoire, ils te parleront encore directement de religion ou de loi ou d'autres choses ou de règles. Donc, tant que ça ne les arrange pas, ils ne vont pas en parler. Tout ce qui les arrange, et je ne sais pas pourquoi c'est la violence qui les arrange d'ailleurs. Pourquoi les gens, c'est ça qui les arrange? Comme vous avez dit tout à l'heure, là, c'est une pression sur eux déjà, de sentir que la femme les dépasse. Donc, ils sont obligés d'étouffer ça. C'est le complexe. C'est ça, c'est le complexe, c'est tout simplement ça. Malheureusement pour eux. Hein. Donc, sur les réseaux sociaux, par exemple, lorsque les violences ont commencé au niveau des femmes, on a vu des féministes comme Kadiatou Tunkara, Kadiatou Konate, vous-même et plusieurs d'entre elles. Donc, vous êtes levés réellement pour prendre les réseaux sociaux d'assaut, pour prendre... comment ça s'est passé? Est-ce que jusque maintenant, là, ce pourquoi vous êtes battus a porté fruit? Bon, on dira pas que tout a porté fruit, mais c'est un combat de longue haleine. Le féminisme, c'est un combat, hein, parce que comme la vie est un combat, c'est pas facile. Les violences, heureusement qu'aujourd'hui on ose en parler. Il y a 10 ans, les gens ne parlaient pas comme ça de féminisme. Non. Les gens ne parlaient pas comme ça de violence. Les victimes même ne savaient même pas qu'elles devraient parler. C'est ça. Donc, aujourd'hui, au moins, elles savent qu'elles peuvent parler. Même si toutes ne parlent pas, elles savent. Moi, je ne peux pas te compter combien de victimes j'ai en une seule journée dans mon inbox qui ne veulent pas parler publiquement, qui ne veulent même pas aller en justice, mais qui veulent juste être écoutées, qui veulent juste avoir un conseil. Même ce matin, j'ai reçu un homme, c'est pas une femme, hein, qui me dit qu'il veut me parler parce qu'il souffre en famille. Donc les femmes, imaginent combien de fois. Alors, ce que nous sommes en train de faire comme combat, parfois il y a ces problèmes qu'on peut régler sans même en parler sur les réseaux sociaux. Parfois, il y a des problèmes des réseaux sociaux, on les règle et les gens pensent que ce n'est pas réglé parce que la femme a pardonné son mari. L'objectif de nos combats, c'est d'abord délier les langues. C'est d'abord que la parole se libère. C'est que les victimes dénoncent. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, que même les autorités sachent que nous sommes là, qu'on peut les pousser à faire du boulot, à faire leur propre boulot. Parce que nous, ce qu'on peut faire, c'est dénoncer. On ne doit pas aller arrêter un bourreau. On ne juge pas un bourreau. On ne condamne pas un bourreau. Nous, on alerte. C'est une alerte. On alerte maintenant à eux de faire leur boulot. Maintenant, si eux aussi ne font pas leur boulot, on les dénonce. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, il y a des pays en Afrique même où les féministes n'osent pas s'affirmer. Hein. Du tout. Moi, je ne vais pas dire les noms de ces pays ici, mais je sais qu'il y a des pays où même si quelqu'un est violé, une fille est violée, tu dois te taire. C'est elle. Dès qu'elle parle, on l'enferme. Parce que dans ces pays, le viol n'est pas considéré comme un viol, mais du zina. J'étais choquée d'entendre ça avec des féministes qui viennent de ce pays. Et elles n'osent même pas parler là-bas. Même si elles vont parler, c'est sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un gros risque. Donc, si en Guinée, aujourd'hui, nous osons au moins dire que nous sommes des féministes. Nous osons parler du féminisme. Nous osons faire des événements féministes ouverts. Des débats ouverts. Venir dans les médias en parler sans que des associations de religieux portent plainte contre nous. Il y a 2 pays à côté de chez nous ici. Il y a des féministes qui n'osent pas venir parler de l'avortement. Non. Elles n'osent pas venir parler de mariage forcé et précoce dans un média. Dès qu'elles finissent de parler ça dans le média, en sortant, elles vont trouver la police dehors. Donc, chez nous, au moins, on a ces avancées. On a ces avancées parce que peut-être l'État nous couvre. Il y a ça. Voilà, l'État nous couvre. Et aujourd'hui, l'État a beaucoup d'institutions qui travaillent avec les féministes, comme le Progem, comme la Brigade de Bellevue, l'action sociale, la promotion féminine. Il y a du boulot à faire, il y a beaucoup de choses à faire parce que de toute manière, on a des ministres qui quand même réconcilient des bourreaux, des victimes et des bourreaux. Ça, c'est un poignard. Hein. Mais on sait que peut-être ils vont arrêter. Ils vont le regretter, même s'ils ne vont pas avec l'orgueil masculin ou l'orgueil de chef ne va pas les amener à demander pardon. On sait qu'ils vont regretter de le faire. Mais après, de toute manière, les gens ont peut-être traduit ça autrement. Je pense qu'ils ont réconcilié des artistes, pas un couple. Non. Donc, de toute manière, on sait, il y a eu un débat tout récemment. Les filles se sont plaintes. Elles m'ont demandé, elles m'ont dit si tu étais là, tu allais te battre avec ce ministre ou tu allais quand même mal parler à ce ministre. Parce que le ministre, il paraît qu'il avait dit
que les femmes sont victimes parce elles ne font rien, elles ne travaillent pas. C'est comme s'il donnait raison Un au ministre bourreau. Un ministre. qui doit quand même donner l'exemple. Un aux ministre, gens. un ministre très jeune. Très jeune en plus. Très jeune. Qui dit que ce qui a fait comprendre à ces jeunes que les victimes sont des coupables de leurs problèmes. Parce que si elles étaient indépendantes financièrement, quelqu'un n'allait pas leur faire du mal. Pourtant, on connaît des femmes très indépendantes financièrement qui sont victimes. Je vais dire encore très indépendantes. Hein. Mais qui on va sont prendre même les stars américaines qui sont victimes à chaque fois. Mais est-ce que ça se fait quand même? Ça ne fait rien. Ouais. Donc le problème est qu'on ne doit pas juger la victime. Du tout. On parle au bourreau. Qu'elle soit vulnérable, riche, pauvre, qu'elle soit femme, qu'elle soit femme. Qu'elle soit femme, tout simplement. Je parlais d'une sénatrice. Oui, c'est ça. En Guinée, ici, on a des ministres qui ont vécu des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Hein. Ouais. Des députés qui ont vécu des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Des féministes qui vivent en longueur de journée dans leur milieu professionnel ou même dans certains foyers où des hommes quand même se montrent violents. Même si après, il y a un combat entre... Tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on n'est pas indépendante financièrement qu'on est victime. Non. Ou c'est parce qu'on n'est pas... Ça. Surtout, un ministre ne devrait pas dire ça. Donc, je veux dire qu'il y a des avancées. Il y a des victoires. Oui. Il y a mais quand le même combat, il continue. Il continue. C'est une longue haleine. Très longue haleine. On est quand même en avance par rapport à certains pays. Beaucoup, parce qu'ici, on parle, on en parle, on dénonce et puis on suit. Beaucoup. C'est ça. Ouais. Beaucoup, je te dis, et je pense qu'on devrait être fiers de ce que nous sommes en train de faire et surtout prier que ça ne régresse pas. C'est ça. Je ne sais pas c'est quel féministe qui avait dit qu'il faut toujours faire attention, être sur ses gardes, parce que ce combat pour les droits des femmes, il est toujours menacé. Quand il y a des crises économiques ou des crises politiques, ça sera encore sur les femmes et sur les enfants. Souvent, les gens, je ne sais pas s'ils ont une victoire, ils viennent violer. S'ils ont un échec, ils viennent violer. Ils s'en prennent aux femmes. Même ici, on a vu des fêtes d'indépendance, par exemple, où les gars, ils s'en prennent aux femmes. S'ils sont contents. Il faut toujours fêter sa victoire ou pleurer son échec sur une femme. Donc, il faut toujours faire attention et ne jamais dire que le combat, il est gagné. Comme on le dit, le combat, il continue. Et on espère qu'un jour, on ne parlera plus de combat. Du tout. Et que toutes les femmes seront libres, seront vraiment indépendantes. Se sentiront en sécurité dans leur monde, dans leur foyer, dans leur milieu, partout. Donc, voilà. Où vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans? Vous voyez comment? Je me vois peut-être en politique, comme je l'ai dit, dans une assemblée nationale, surtout, peut-être bizarrement. Je ne rêve pas d'être une ministre, mais je rêve toujours d'être une députée. Parce que je pense que c'est là-bas tout se discute, les lois se votent. Et si j'ai passé 10 ans en train de crier, en train d'être insultée, en train d'aider, en train d'écouter, dénoncer et défendre, je pense que les 10 années qui vont suivre, après ces 10 ans, je serai là où ça se décide, là où ça se discute concrètement et que d'autres filles, peut-être mes filles ou les filles de mes amis aujourd'hui qui ont des enfants seront à ma place. Moi, je serai à la place là où on vote ces lois, là où on protège ces filles qui sont en train de se battre sur le terrain. Donc, dans 10 ans, je pense que je serai là-bas. C'est mon rêve quand même. Et je sais que toujours mes rêves, je les réalise. Et Dieu m'aide à les réaliser. C'est ça. Donc, comme je le dis, Dieu faisant les choses, il sait quoi faire, quand faire et pour qui le faire. Oui, c'est ça. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, j'ai sur ce plateau Madame Aminata Pilimini Gallo, journaliste, activiste, elle est de la mode aussi, elle a plusieurs casquettes en tout cas. Nous allons doucement aller avec la deuxième phase de ce grand entretien qui est le confessionnal, tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans le confessionnal pour des questions un peu plus particulières à notre invité du jour. Aminata Pilimini, on l'a toujours sur ce plateau. Alors, des questions, qui vous êtes dans la vraie vie? À part qu'on dise elle est féministe, journaliste, elle est de la mode. Qui vous êtes réellement? Je pense que je suis une fille aimée par ses parents.
Je suis responsable communication à l'OGP. Je suis quelqu'un qui est toujours là pour les autres et quelqu'un de très aimé par ces autres-là aussi. Et aujourd'hui, je suis une épouse, seconde femme. Je suis dans la polygamie et tout. Donc, je pense et on a dit sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est là-bas tout se passe, quoi. C'est notre maison aussi. Que, voilà, une féministe qui se bat pour la cause des femmes ne peut pas être deuxième femme. Mais c'est quoi ce... Je ne sais pas, je me demande. C'est vrai qu'en 2018, par exemple, je n'étais pas d'accord d'être dans la polygamie parce que je n'avais pas vu des polygames juste, entre griffes. Il n'y a pas de polygame juste. Mais entre griffes, il n'y avait pas ce polygame qui m'avait convaincu d'être dans la polygamie. Je ne voulais pas. Jusqu'en 2022, j'ai rencontré quelqu'un qui était marié à 2 femmes. J'allais être sa 3e femme. Je pouvais même être sa 4e s'il voulait. Hein. Parce que c'est pas la polygamie qui compte, c'est l'amour et le respect que cette personne te donne qui compte. C'est ça. Donc, dire qu'une féministe ne va pas être dans la polygamie et dire encore les mêmes personnes qui vont te dire que les féministes sont contre la polygamie, c'est là l'incohérence des gens. On a dit tout de suite, c'est quand ça les arrange, ils parlent. Quand nous disons que nous sommes contre la polygamie, ils disent que c'est le féminisme qui veut gâter notre société et nos religions. Et dès que cette féministe encore accepte d'être dans la polygamie, une féministe ne doit pas être dans la polygamie, une féministe ne va pas gâter le foyer. On ne va pas se marier pour gâter le foyer de quelqu'un. Je ne le souhaite pas. Je n'ai jamais souhaité de gâter le foyer de quelqu'un. Mais si un homme qui a droit à 4 femmes, parce que la religion, c'est la religion qui lui donne ce droit, et c'est eux qui brandissent ce droit d'ailleurs. Et même nos lois donnent le droit à ces hommes si la première femme accepte. Donc si je trouve que c'est lui qui fait mon affaire, franchement, je ne viendrai pas pour gâter la chance de l'autre. Elle a son temps. Moi d'ailleurs, je vis avec mon mari pendant 1 mois, il part vivre avec l'autre pendant 5 mois. Qu'est-ce que j'ai gâté dedans? Absolument rien. Et j'ai choisi ça. J'ai choisi pour mon propre bonheur. J'ai choisi parce que ça va avec mon boulot, ça va avec ma vie de féministe et de journaliste. Par amour, je l'ai choisi. Par acceptation, je l'ai choisi. Et je vais vivre avec lui jusqu'au jour où je saurai que on va continuer ensemble ou on ne va pas continuer ensemble. Je n'ai pas choisi un polygame, j'ai choisi un homme. Je n'ai pas regardé sa polygamie. Donc les gens qui disent qu'une féministe ne va pas accepter la polygamie, c'est parce qu'ils veulent toujours attaquer les féministes. Si j'avais refusé et qu'ils avaient entendu que j'avais refusé un polygame, ils allaient encore dire, regarde les féministes qui n'acceptent pas la polygamie. Donc, de toute manière, ils vont parler. De toute façon, que ce soit bien, que ce soit mauvais, chaud ou froid, ils vont en dire quand même. Donc, c'est quoi aujourd'hui votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de perdre ma maman. D'accord. J'ai envie de pleurer. Donc, c'est ma plus grande peur. Je ne veux pas la perdre. Oui, de sitôt quand même. De sitôt. Même pas de sitôt, je veux pas. Je veux qu'elle reste avec moi parce que c'est mon bouclier. C'est elle qui a tout donné pour moi et c'est elle qui continue toujours de donner tout pour moi. Tout ce que je veux, elle l'accepte. Et on ne pleure pas sur ce plateau. Donc, on va sécher les larmes là facilement, justement. On va directement passer. On fait quand même coucou à maman, on lui fait de gros bisous. Merci d'être cette protectrice, ce bouclier pour nous. En tout cas, on lui fait de gros bisous. Merci de me faire pleurer. Non. C'est quoi votre faiblesse? Ma faiblesse, je pense que c'est les victimes. Et comme j'ai pleuré tout de suite pour ma maman, tout à l'heure, peut-être en rentrant, je vais avoir une victime qui va me dire qu'elle a été victime de ça, qu'elle a été victime de ça. Je pleure facilement. Ça, c'est ma faiblesse quand je vois une personne qui pleure, même un homme. Je n'ose pas voir quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui souffre. C'est ma plus grosse faiblesse. La vulnérabilité des autres. Il faut savoir aussi que derrière cette femme forte, il y a une femme... je suis très sensible. Oui, très sensible. Oui. Très empathique. Trop même. Je pleure tous les jours. Quelque chose de rien de tout peut me faire. Tu as vu, tout de suite, j'ai pleuré. Et je peux parler de quelqu'un tout de suite, l'histoire d'une fille, je pleure, ou écouter une fille, je pleure, ou voir même à la télé quelqu'un, ou les réseaux sociaux. Donc, je suis très sensible. Même très sensible, après, on dit que je suis forte. Mais comme on l'a dit, on va rentrer dans les toilettes et pleurer un peu et ressortir. Et ressortir en femme forte encore. Rien ne s'est passé en tout cas. Personne ne m'a vu pleurer. Voilà. J'ai quand même pleuré. Donc, 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Ma qualité, c'est que je suis je suis audacieuse. J'ai confiance en moi. Et je reste toujours droite dans mes bottes. C'est ça.
Mes défauts, je suis très, très sensible. Peut-être je suis quelqu'un aussi, quand tu me fais du mal, tu ne reviens plus dans ma vie. C'est une fois, en tout cas. Voilà, tu ne reviens plus dans ma vie. Même si tu reviens, c'est juste, tu vas rester là-bas. Oui, que chacun soit à sa place, quoi, qu'il n'y ait plus ce frottement comme avant. En tout cas, une fois, c'est cassé. C'est puis, fini. Voilà, Peut-être le troisième défaut, c'est quoi? C'est pas un défaut, la maladie, je pense pas que c'est un défaut. Non, ça, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Je suis très, mais très quelqu'un qui n'est pas concentré. Je suis pas du tout concentrée. Ou peut-être je dis que je suis procrastinée. Voilà. Ah, ok. La procrastination, là, même la Ça, maladie, là, j'ai ça. ça. C'est une grosse maladie. Ça, c'est un mauvais défaut, ça. Et il faut savoir qu'on fait tout à la dernière minute. Maintenant, Tout. on est là. Et ça t'étouffe. Tellement, on est submergé. Je me dis, je vais commencer par quoi? Maman dit, reste tranquille. Calme ton cerveau, Tu là. savais, non? Tu savais, tu devais faire ça depuis combien de temps? C'est maintenant, tu fais tout ça. Et moi, je me rends compte que ce que je fais à la dernière minute porte tellement fruit. Bien sûr. Oui, et puis après, le rendu final, il est beau quand même. Je me dis, j'ai pas eu tort de retarder. Même si c'est un vilain défaut. C'est un vilain défaut quand même, oui. Donc, votre plat préféré? Le riz avec soupe konkoui. Soupe konkoui. Oui. Avec sauce huile rouge ou... Rouge, oui. Huile rouge. Konkoui avec les... En sous-sous d'ari. En sous-sous d'ari, avec beaucoup de piment. À ça, bon, tu peux manger ça pendant un mois. Je salive déjà. Moi-même, là, je sais pas. Je fais déjà. Alors, c'est quoi votre passe-temps favori? Mon passe-temps, c'est l'écriture. Hein? L'écriture, oui. Ça vous donne quoi? C'est une thérapie, ça me guérit, ça me... Si j'ai quelque chose qui serre mon cœur et que je ne veux pas en parler, par exemple, j'écris. Ou même si je veux en parler, j'écris. Mais il faut que j'écrive. Si je n'écris pas, je ne guéris pas. C'est ça. Oui, donc ça, c'est mon passe-temps favori. Vos talents cachés du public. Qu'est-ce que vous faites que les gens ne savent pas que vous savez le faire? Oh, c'est quoi? Je sais pas. Parce que moi, je pense que je ne cache rien. Hein. Je cache rien. La cuisine. La cuisine, je suis pas trop la cuisine. Broderie, la couture. La couture, oui, je sais faire un peu. Parce que ma maman est couturière. Peut-être que les gens ne savent pas. Oui, tu as raison. J'ai jamais parlé de ça. Je sais pas coudre comme une pro. Une pro. Mais il y a des choses que je peux faire. Bien parce sûr. que j'ai grandi dans l'atelier de ma maman. Voilà. En tout cas, si quelque chose se gâte rapidement, bien sûr, je peux le coudre vite fait. C'est ça. Et je fais des petits bricoles aussi à la maison. Parfois, quand il y a quelque chose qui est gâté, les ampoules, les choses de gaz et tout, je fricote là-bas et voilà. Puis ça va quoi. Directement, au lieu de faire appel aux hommes, il faut le faire. Comment tu as dit ça? Alors, aujourd'hui, quelles sont les personnes ou la personne qui vous inspire le plus? Ma maman. Oh. On va encore parler de maman. On va pleurer cette fois-ci des pardons. Il y a une dame qui m'a dit, toi là, si tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas de maman, ça c'est pas bien. Ouais. Nénéan. La façon dont je dis nénéan, ça lui touchait tellement. Il dit, hey, heureusement j'ai une maman. Sinon j'allais sortir acheter maman là. Ma maman c'est mon modèle, sa maman c'est mon modèle parce que il y a aussi ce côté que les gens ne savent pas. Moi je suis issue d'une famille de femmes fortes, très fortes. La grand-mère de ma mère, ma grand-mère, ma mère, toutes mes tantes maternelles, ce sont des femmes très forte. Ma grand-mère, un exemple, avant, il n'y avait pas de voiture, ou rarement. Elle était très jeune. Elle m'a dit qu'elle marchait avec son père du Pita jusqu'en Sierra Leone pour aller chercher de la marchandise et revenir. Il était très jeune, donc elle a toujours fait ça. Elle m'a dit que lorsqu'elle a conçu tous ses enfants, enceinte très, très avancée, elle prenait les lakoïla, les unki, pour quitter ici en ville, aller jusqu'en Sierra Leone. Parfois, elle me dit, c'est maintenant je me rappelle que j'allais me noyer, hein. J'allais mourir, hein. Mais en ce moment, désolée, je ne pouvais pas imaginer parce que je devais chercher de quoi nourrir mes enfants. Donc moi, j'ai toujours eu ces femmes qui m'ont inspirée. C'est vrai qu'elles n'ont pas fait des études, qu'elles n'ont pas étudié, qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir ce que j'ai eu. Mais c'est leur force qu'elles m'ont ramenée intellectuellement parlant. Et c'est ces femmes qui m'ont toujours soutenue pour que j'étudie et que je sois celle que je suis aujourd'hui. Dès que j'ai un problème, tout de suite, même si les réseaux sociaux, dès que je parte leur dire ça, elles vont me soutenir. Elles vont me dire des mots tellement réconfortants. Elles me ramènent des énergies et tout. Elles me disent jamais arrête. Arrête, oui. Ils sont de Pita quand même. Hein. Les gens de Pita, ils aiment quand même se battre et sont très chauds. Ils ne me disent jamais arrête de te battre. Ils peuvent me dire ne fais pas comme ça, fais comme ça.
Ne manque pas de respect à quelqu'un, mais ne te laisse pas piétiner. Ne te laisse pas abattre. C'est un combat que tu as choisi. Aujourd'hui, j'ai fait comprendre à toute ma famille le féminisme, heureusement. Donc, elles me soutiennent et ce sont mes modèles, franchement. Mais à part elles, je t'assure que toi, que toutes les autres femmes, toutes ces femmes qui se démerdent, sont mes modèles. Elles m'inspirent. Même les petites filles du club des jeunes filles, par exemple. Même la fille qui est la présidente du Parlement des jeunes. Des enfants, c'est des enfants, c'est des filles qui m'inspirent beaucoup, qui me donnent encore plus de force. Et ça, souvent, je me dis que je vais mourir peut-être cette nuit ou le matin, je vais mourir parce que je suis asthmatique. Mais je vais continuer de me battre parce que c'est là, elle se bat. L'autre là se bat. Pourquoi je ne peux pas me battre? Pourquoi je ne peux pas me battre tout simplement? Donc, je peux te dire que toutes les femmes m'inspirent. Toutes les femmes, même les femmes qui ne font rien, qu'on dit qu'ils ne font rien. Moi, je ne pense pas qu'il y a une femme qui ne fait rien. Non, il n'y en a pas. Donc, toutes les femmes m'inspirent, mais les premières à m'inspirer, ce sont celles qui sont dans ma famille. Il n'y a pas une femme qui ne se bat, parce que même avec les douleurs menstruelles, déjà, on se bat contre les douleurs. Hein? Même pas les douleurs menstruelles d'abord. Il faut dire même les hormones, les ovulations. Là. Les ovulations, hormones de faim, que ça te donne, tu as l'impression que ton ventre tout est le creusé. mois, tu es en train de te battre. Hein. Tout le mois. Parce que même l'ovulation, parce que quand tu finis les règles, à partir du 7e jour ou du 11e jour, tu ovules. Et après l'ovulation, c'est directement les règles. Exactement. Pendant les règles, après les règles, tout ça, c'est des périodes. Il y a un de mes cousins qui a dit, la femme quand même va porter pampers toute sa vie. J'ai dit, fatiguée. J'ai dit, comment ça, il faut voir. Chaque fin de mois, vous portez pampers. Quand vous accouchez, vous portez pampers. Même quand vous êtes vieille, des fois, vous portez pampers. Non, j'ai même lu... je ne sais pas c'est qui, hein. C'est une femme active sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas guinéenne. J'ai lu son histoire. Elle dit qu'elle pensait qu'à la quarantaine, en tout cas après la ménopause, elle va se reposer, elle ne va plus avoir ses hormones et tout. Et j'ai compris que même après ça encore, c'est pire. Quand j'ai lu son histoire, j'ai eu peur. Hein. Donc on doit s'attendre à beaucoup. Il y aura des contractions, maigrir ou grossir. Et j'ai directement vu ma maman dans ce cadre de figure. Maman était mince. Et après sa ménopause, aujourd'hui, elle est devenue grosse. Quelque temps après, elle devient mince. C'est là que j'ai compris l'histoire de ma maman. Quand la femme l'a expliqué, elle dit on aura toujours des bouffées de chaleur, on aura toujours, comment dire, un mélange de sentiments. La vulnérabilité, être grosse aujourd'hui, être mince demain. Je dis, aïe. Jusqu'à ce qu'on meure, quoi. À 70 ans. Elle a 70 ans, elle explique ces histoires. Je dis, d'accord. Heureusement qu'on te lit, qu'on lit des femmes comme ça, on va se préparer. On va se préparer, parce que de toute manière, tu ne vas pas échapper. Oui, et nous, quand même, on a eu la chance que les gens nous racontent ça. Là, on est préparé, on va prendre des précautions. Mais les premières femmes qui ne savaient même pas ce qu'elles vivaient. Exactement. Tu reviens à la chose où on dit que... nos mamans d'avant, l'excision ne les faisait rien. Nos mamans d'avant, c'est parce que nos mamans d'avant ne connaissaient même pas ce qu'elles vivaient. Hein. Exactement. Elles vivaient quelque chose et se disaient que c'était femme. Mais nous, aujourd'hui, on sait que c'est ça qui fait ça. C'est l'excision qui donne ça. Et la société leur dit, tant que tu souffres, tu auras le bonheur. Tu es une bonne femme. Oui. Et la tant vraie que femme souffres, africaine, tu vas bénéficier de ce que tes enfants vont te donner. Ou bien même que la femme, plus elle souffre, plus elle a son paradis. C'est ça. Franchement. Grave. On va continuer tout simplement parce que là, ça me prend au coup, quoi. Donc, une avant-dernière question dans ce confessionnal. Avec une somme de 300 millions, que feriez-vous? J'ouvrirai mon petit café. Je veux faire quelque chose en cafétéria-pâtisserie. Et alors, il faut me donner les 300 millions là, toi aussi. C'est quand tu as dit qu'elle va me donner 300 millions. On espère quand même avoir quelqu'un. Si vous nous écoutez, s'il vous plaît, aidez-nous à avoir l'argent pour cafétéria. S'il vous plaît. Voilà. Mon papa est pâtissier. J'ai fait payer les études pour ma petite sœur pour qu'elle soit pâtissière. Parce que ça aussi, ça me passionne. D'une part, on sait toutes faire des gâteaux. Et il faut savoir que moi-même qui suis là, je suis cake designer. Ah wow. Peut-être on va collaborer. Voilà, bien sûr, pourquoi pas. C'est ma passion aussi. Hein. C'est vrai que j'aime plus manger les gâteaux parce que j'en ai trop mangé toute petite. Mais franchement, c'est l'un de mes projets. D'accord. On espère que ça va aboutir. Inch'Allah, que Dieu nous donne les moyens financiers. C'est ce qu'on veut quand même. Hein? Que tous nos projets se réalisent. Aboutissent, se réalisent. Et que Dieu mette sa baraka. Amin.
Alors, la dernière question dans ce confessionnal, regardez la caméra et dites à tous nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices, si vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal. Bien sûr que j'ai été sincère. Je suis toujours sincère. Ouais. J'ai été vraiment sincère et c'est vrai qu'on n'a pas tout dit, mais tout ce que j'ai dit, c'est carrément sincère. C'est Oui. ça. La femme a tellement quelque chose à dire. Nous, par exemple, On peut passer toute la journée ici à parler. On va pas finir de parler de ça. Donc, chers tous, la phase finale, c'est tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la phase finale de ce grand entretien, la citation qui dit que libre, ce n'est pas vouloir ressembler à un homme, c'est avoir le courage d'être soi. Ah, je pense que ça revient à tout ce qu'on a dit. Tout. À tout ce qu'on a Tout dit. ce qu'on On ne a veut dit. pas ressembler aux hommes, on ne veut Du pas tout. faire mieux qu'eux, même comme eux, mais on veut nous aussi être épanouis. Épanouis, Faire tout ce que simplement. nous aimons, ce qui nous passionne et être libre, être Et en qu'ils arrêtent de sécurité. nous mettre la pression, de nous laisser faire les choses comme on le veut. Hein? Ah, même Il faut en te voyant parler au sang qui a un poids. Que Dieu Franchement. fasse que le poids là nous lâche. Non, c'est le poids de la société quand même. C'est ça, oui. Parce qu'en famille, et j'ai la chance quand même d'avoir des frères, franchement, ils mettent la femme là. Bien sûr, c'est Eux, parce ils que c'est sont là. l'éducation. C'est l'éducation de base. L'éducation. Souvent, je dis, les gens me demandent, est-ce que ta famille te soutient? Moi, ma famille, c'est une famille qui a toujours mis les garçons et les filles pas là. Oui, Les garçons ne sont pas mieux traités que les que filles. les filles. Les filles ne sont pas mieux traitées que les garçons. On est tous traités de la même manière. Mhm. Si tu veux, tu vas aller étudier, tu vas réussir. Mais en tout cas, on va vous donner les mêmes chances. Les mêmes Et chances, je t'assure que les filles ont plus réussi que les garçons. C'est ça, hein? Et quand on donne, le plus souvent dans les familles, quand on donne la même chance aux hommes qu'aux femmes, Les vous femmes verrez réussissent que plus les que femmes les réussissent plus parce qu'on a plus d'audace. Plus, et on a tellement de pression. Ouais. C'est pas la famille peut-être sûrement qui va nous donner la pression. Dehors, on aura Dehors, cette la pression. société, ouais. On va se dire qu'il faut qu'on réussisse. Et si on a un papa et une maman qui nous boostent, on va forcément réussir. Parce qu'eux-mêmes, ils misent. Hein, ils misent sur nous. Ils savent ce qui nous attendent. Donc, ils vont plus miser sur la petite fille. Et il faut dire que que sur le petit la garçon. femme peut être directement influencée. Par exemple, moi qui vois une grande dame réussir, je me dis, il faut que je sois comme celle-là. Bien sûr. Donc, il y a déjà l'influence de la tu as femme. toujours, là, même sur dans ton quartier, moi. Oui, cette même femme. dans ton quartier. Tu me rappelles Olga, je ne sais pas si tu la connais. Elle a été même directrice, je pense, de la douane. Elle a été ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire. D'accord. Lorsque j'étais au lycée, Oui. on marchait. On quittait la maison pour aller à l'école. C'est loin parce que c'est cause à Petit Simbaya. Donc, on marchait. Quand on marchait, souvent, je la rencontrais dans sa 4x4. Elle était là en train de se maquiller. J'ai dit, eh Allah, un jour, je vais être comme ça. Comme ça. Donc, elle aussi, elle fait partie des femmes qui m'ont inspirée parce que tous les jours, je la voyais. On dirait, on se rencontrait au même endroit presque. Et je suis partie en Côte d'Ivoire. Je devais aller saluer l'ambassade. Je ne savais pas que c'était elle. Je l'ai vue, j'ai dit, waouh. Je l'ai interviewée, j'ai pris des photos avec elle, je lui ai expliqué l'histoire. Elle a dit, ah ouais, j'ai dit, oui, oui, vous faites partie des femmes qui me faisaient rêver. Et donc, toute petite fille a cette femme dans son quartier, ou en tout cas dans son entourage, qui va lui faire rêver. Elle va dire, eh, j'aimerais m'habiller comme Tata Aïcha, j'aimerais avoir la perruque de Tata Aïcha. Donc, ça va rester dans sa tête et elle va savoir comment Tata Aïcha a eu cette perruque. Est-ce que Tata Aïcha vole? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle fait ci? Donc, si tu voles, elle va carrément voler. Mais donc, si elle sait que tu es journaliste, elle va dire d'accord. Il faut que je prenne le micro. Parce comment on fait le journalisme? Est-ce qu'il faut étudier? C'est comme ça. Et donc, je pense que si on nous donne vraiment les mêmes chances que les petits garçons, on va réussir. Et comme cette phrase le dit, on veut juste être libre. On ne veut pas se comparer à qui que ce soit. Moi-même, à une femme, je ne me compare pas. Non, du donc, tout. je ne vais pas me comparer avec un homme. Je n'aime pas la concurrence, je n'aime pas la comparaison. J'aime pas tout ce qui est négatif. J'aime pas les mots négatifs, en fait. Et je ne mets pas ça dans ma vie. Je pars avec les gens qui sont positifs. Et je me réveille positif, je me couche positif, je vis ma vie comme Dieu me ramène les jours. Parce que tu peux avoir ton projet et Dieu va envoyer son projet. Et tu es obligé de vivre le projet de Dieu. C'est ça, le projet de Dieu va toujours ça. primer. Oui. Donc, dans ce grand entretien, on a parlé, on a fait des conseils, on a parlé de tout, du féminisme, de la liberté féminine, de tout. Donc, on a tout dit, mais on n'a rien dit. On n'a rien dit on parce a qu'on tout n'a pas dit, eu mais toute on n'a une rien journée. dit. Oui, c'est ça. Donc, conseil pour toutes ces femmes, toutes ces petites filles qui veulent se battre quand même pour être comme ou plus que nous. En tout cas, on conseille à ces femmes.
Le conseil est que si vous voulez, vous pouvez. Ouais. Rêvez grand. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Il y a des hommes qui disent que c'est faux, que Dieu ne veut pas, sinon tout le monde même. va réussir. On va Que toutes les femmes rêvent que leurs enfants réussissent. Donc tout le monde ne réussit pas. C'est ça. De toute manière, il faut se battre, il faut avoir un rêve, il faut avoir un objectif fixe et il faut se battre pour cet objectif. Et ça va être dur, mais ça va être très dur. Mais vous pouvez échouer 9 fois pour réussir une seule fois. Et ça ne veut pas dire que vous devez arrêter. Vous ne devez pas arrêter. Et surtout, suivez toujours les gens qui vous inspirent. Et si quelqu'un vous inspire, prenez le côté positif de cette personne. Parce que toute personne a deux côtés, négatif et positif. Si le côté négatif n'est pas bien pour vous, prenez le côté positif de cette personne et avancez avec. Et soyez forte. Que personne ne vous arrête, que rien ne vous arrête, que les injures, les attaques, le harcèlement ou tout ce qui est mal, que ça ne vous arrête pas. Ayez toujours confiance en vous. Dites-vous que vous êtes une femme forte, que vous allez réussir, que c'est Dieu seul qui peut arrêter quelqu'un. C'est ça. Et priez pour ne pas que Dieu vous arrête. C'est ça. Voilà. Et en tout cas, on a aussi, en plus de sa casquette de journaliste, etc., il est quand même coach, parce qu'il est en train de le prouver tout à l'heure. Donc, c'est quand il y a trop d'expérience, tu deviens coach sans savoir. Sans le savoir, tellement que ça a tapé, donc il faut le dire. Voilà. C'est ça, tout simplement. Donc, l'info de chez toi, l'avant-dernière rubrique, en tout cas pour parler de tout ce qui se passe en Guinée, dans le quartier, sur les réseaux sociaux, parce que je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux aussi, c'est chez nous. Donc, tout à l'heure, après le générique, c'est l'info de chez toi.